Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur la qualité de l'air intérieur. On va encore patienter quelques instants pour laisser tout le monde arriver. On va attendre 2-3 minutes. Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants. On va encore attendre 1 ou 2 minutes pour laisser les gens se connecter. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur la qualité de l'air intérieur. Je vais commencer par vous donner juste quelques informations pratiques. Donc, on est ensemble pour une demi-heure environ. Il y aura 20 minutes de présentation qui seront suivies d'un échange de questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions au cours de la présentation via l'onglet questions qui se situe en bas à droite de votre écran. Et nous y reviendrons en fin de présentation. Je vais laisser la parole à Pierre Guevard, qui est directeur du pôle HSE au sein de Qualiconsult Exploitation, et à Jean-Gabriel Vinclair, qui est dirigeant de la société Pando 2. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci Audrey. Alors, les enjeux de la qualité d'air intérieur. Pourquoi s'intéresser à la qualité d'air intérieur? Chacun d'entre nous passe en moyenne 80% de son temps dans des endroits clos. La qualité de l'air intérieur consiste à un véritable enjeu de santé publique. Nos lieux de travail peuvent être altérés par la présence de nombreuses substances provenant de différentes sources. Les sources extérieures, donc trafic routier, aéroports, stations-service, les chantiers, les industries, l'agriculture. Et les sources intérieures, matériaux de construction, peinture, moquettes, matériaux d'isolation, le mobilier, l'activité humaine, les produits de nettoyage, les produits d'entretien, donc, les solvants, les cols qui peuvent être utilisés sur les lieux de travail. Les dispositifs de chauffage, tout ce qui est combustion, et également toute la partie climatisation. Nous constatons aujourd'hui, à travers les différentes études, que l'air intérieur est parfois jusqu'à 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Les polluants s'accumulent, souvent en l'absence de moyens d'aération et d'assainissement appropriés, pouvant provoquer de l'inconfort et des conséquences sanitaires. Donc, impact sur la santé, entraînant de simples gènes tels que des irritations oculaires ou cutanées, des mauvaises odeurs, des maux de tête ou des pathologies aiguës ou chroniques, telles que les allergies respiratoires, de l'asthme, des intoxications mortelles ou invalidantes.
impact sur le bien-être au travail. On parle de confort, température, hygrométrie. La crise sanitaire engendrée par le Covid-19 démontre à quel point notre santé est étroitement liée à la qualité de l'environnement qui nous entoure. Les moyens d'aération conditionnent l'assainissement des locaux et le bien-être des occupants. La gestion de l'air intérieur est indispensable et doit être réalisée en temps réel pour permettre une réponse efficace. Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports a recommandé l'utilisation de capteurs CO2 à cet effet. La mesure en continu du dioxyde de carbone comme traceur du renouvellement d'air est nécessaire pour déterminer la fréquence et la durée d'aération nécessaires des locaux. Selon les recommandations actuelles du Haut Conseil de la santé publique, il faudrait éviter de dépasser une concentration de CO2 dans l'air de 800 ppm dans les locaux. Et afin d'encourager le déploiement des capteurs CO2 dans les écoles, le ministère a annoncé un soutien financier de 8 € par élève scolarisé. La réglementation, donc une réglementation de plus en plus contraignante. Le tout début, la loi Grenelle 2 a introduit la surveillance périodique et obligatoire de la qualité de l'air en 2010 pour les propriétaires et exploitants de certains ERP. À partir de 2018, mise en place d'une surveillance de la qualité d'air pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans. Donc, on parle des écoles maternelles et élémentaires. Cette surveillance intègre une évaluation des moyens d'aération, on reboucle avec l'aération assainissement des locaux, la mesure de polluants réglementaires par un organisme accrédité ou dans le cadre d'un autodiagnostic. Les polluants réglementaires sont en l'occurrence le benzène, le formaldéhyde, le CO2 comme avec le calcul d'analyse de confinement, l'indice ICONE, et éventuellement le perchloroéthylène s'il y a présence à proximité des établissements d'un pressing avec du nettoyage à sec. Les seuils concernant le CO2 sont fixés à 1000 et 1700 ppm qui encadrent une valeur réglementaire de 1300 ppm. Cette surveillance est à réaliser tous les 7 ans. À partir de 2020, on a concerné les établissements concernés devenaient les accueils de loisirs et les établissements d'enseignement de second degré. Et à partir du 1er janvier 2023, donc là, ça arrive, on va bientôt rentrer dans cette phase-là, donc élargissement sur les autres établissements. Donc là, on sera sur les accueils de loisirs, les structures sociales et médico-sociales, donc les foyers d'accueil médicalisés pour personnes âgées et pour personnes handicapées, les services d'aide à domicile pour les prestations de soins, mais aussi les aides à l'insertion sociale, les établissements pénitentiaires pour mineurs et les établissements d'activités physiques et sportives couverts de baignade ou de natation. Donc on est sur les piscines à partir du 1er janvier 2023. Il y a aussi à noter un projet de décret relatif à la mise en place d'un nouveau dispositif de surveillance plus complet et plus adapté afin de permettre une amélioration continue de la qualité de l'air intérieur. Ce nouveau dispositif de surveillance comporte une évaluation annuelle des moyens d'aération. Donc on resserre les périodicités de contrôle d'une manière générale, donc une évaluation annuelle des moyens d'aération, la mesure en continu, toujours la mesure en continu du CO2 comme traceur du renouvellement d'air et le fameux indice ICONE, un autodiagnostic de la qualité de l'air au moins tous les 4 ans, alors qu'avant on était sur une périodicité de 7 ans, une campagne de mesure des polluants réglementaires réalisée à chaque étape clé de la vie du bâtiment. Donc, une étape clé de la vie du bâtiment, c'est par exemple un réaménagement des locaux, des cloisonnements, recloisonnements, des travaux qui peuvent impacter donc la qualité d'air, des travaux sur les réseaux d'aération. Ça peut également être l'augmentation du personnel dans les locaux qui va augmenter les jauges, donc le CO2, éventuellement si les dispositifs de ventilation sont mal adaptés. Une campagne de mesure de polluants réglementaires, toujours réalisée à chaque étape clé de la vie du bâtiment, donc, et un plan d'action
visant à améliorer la qualité de l'air intérieur. Donc applicable à partir de 2023, du 1er janvier 2023. Donc, l'avis, alors le CO2 devient vraiment une valeur d'aide à la gestion. Hein. Donc, l'avis du 21 janvier 2022 précise notamment, dans le cadre de la mise en place de cette surveillance de la qualité d'air, qu'il y a deux valeurs qui apparaissent. Donc une valeur repère d'aide à la gestion pour une concentration de 800 ppm de CO2 comme objectif de renouvellement d'air. Et une valeur d'action rapide pour une concentration de 1500 ppm témoignant d'un confinement de l'air non acceptable. Donc on est vraiment sur des confinements très élevés. Hein. Qui est concerné par la qualité d'air intérieur? Évidemment, tous les ERP définis précédemment dans le cadre de la démarche réglementaire de surveillance de la qualité d'air. Les établissements engagés dans une démarche de développement durable, donc on est dans le cadre d'une démarche volontaire, donc une démarche qui concerne les acteurs désirant valoriser les performances énergétiques, environnementales, de santé et de confort de leurs établissements. On parle globalement des certifications HQE, le label BREEAM, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'autres certifications et labels. Hein. Là, on est sur du tertiaire. Il y a des labels et des certifications pour les immeubles d'habitation. Voilà, on est globalement dans des démarches de développement durable. Et puis, à noter donc sur la partie droite, à partir de 2022, avec un point d'interrogation, hein, l'ouverture possible sur les établissements de santé des locaux d'enseignement supérieur, des locaux de restauration et de débit de boissons, les discothèques. Donc là, on est sur un avis du Haut Conseil de la santé publique du 22 janvier 2022. Notre retour d'expérience. Alors, nos retours d'expérience. Premier point, dans les crèches, écoles, collèges et lycées, puisque la réglementation fait que depuis 7 ans quasiment, on réalise des prestations dans ces ERP. Des indices de confinement élevés, traduisant l'insuffisance des moyens d'aération en place. Donc, défaut de mise en œuvre, hein, apport d'air neuf par occupant insuffisant, mauvais équilibrage des réseaux, taux de recyclage non maîtrisé et des carences d'entretien. Ou parfois, parce que dans ces établissements, en fait, on constate qu'il y a assez rarement des ventilations mécaniques. On est souvent sur des ventilations dites naturelles par ouvrant, donnant sur l'extérieur. Donc là, dans ces cas-là, on doit avoir des volumes par occupant bien précis, des tailles d'ouvrants bien précises et des ouvrants manœuvrables donnant sur l'air extérieur. Donc on tombe parfois dans des ouvrants non adaptés dans le cadre de la ventilation dite naturelle. Et puis la présence de COV totaux et formaldéhyde. Alors bien sûr, le formaldéhyde, ça on en retrouve assez régulièrement en provenance des matériaux présents ou des produits utilisés. Hein. Les produits de nettoyage sont propices à l'émanation de formaldéhyde, par exemple. Les constructions neuves et anciennes, donc même constat pour les constructions neuves et anciennes, que ce soit avec des établissements engagés dans une démarche de développement durable ou non. Beaucoup de diagnostics de la qualité sanitaire de l'air intérieur réalisés suite à des maux de tête, des irritations oculaires ou cutanées ou présence de mauvaises odeurs. Alors ça, on l'a aussi bien dans les constructions anciennes que dans les constructions neuves. Ces diagnostics révèlent également des dysfonctionnements au niveau des installations d'aération et d'assainissement et la présence de sources d'émissions polluantes internes ou externes au niveau des locaux. On a assez régulièrement des problèmes de maux de tête liés à des industries à proximité. Ça peut être le petit garage du coin avec sa cabine de peinture, etc. Donc, il y a des règles en termes d'aération, assainissement des locaux, que ce soit pour le garage ou pour l'établissement concerné par
le problème de maux de tête. Et les moyens d'aération et d'assainissement, globalement, on se rend bien compte qu'ils ne sont pas maîtrisés, mal suivis dans une grande partie des cas. On observe aussi pour les constructions neuves que le règlement thermique 2012, la RT 2012, qui se focalise sur l'énergie, induit des bâtiments de plus en plus hermétiques et donc potentiellement malsains. Donc le rôle de la ventilation mécanique dans ces bâtiments devient primordial et incontournable. Pour rappel, l'aération-assainissement, c'est en grande partie la clé on parle bien d'aération et d'assainissement par l'aération et la ventilation des locaux. C'est vraiment la clé pour obtenir un air sain et satisfaisant. Et que globalement, ça fait l'objet, il y a un arrêté qui est assez ancien, l'arrêté du 8 octobre 87, mais qui impose déjà une réception des locaux, donc au niveau aérolique. Donc il y a des bilans aéroliques à faire, il y a le code du travail, il y a des débits à respecter dans les locaux. Une fois que tous les locaux sont équilibrés et que les débits sont respectés, aussi bien les débits sanitaires que l'apport d'air neuf, derrière, on a le contrôle des centrales de traitement d'air, mise en place des débits globaux, et le périodique ne se fait, les contrôles périodiques se font annuellement uniquement sur les débits globaux, en descendant les locaux que si il y a eu travaux, décloisonnement, etc. Ces contrôles font l'objet de mise en place d'un dossier d'installation de ventilation et d'un dossier de valeur de référence. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, et globalement, ces dossiers-là, on les voit quasiment pas, dans 10% des cas. Mais ça va devenir clé. Nos besoins complémentaires, donc, devant ces constats de l'évolution des exigences réglementaires, ces constats donc, concernant notre retour d'expérience et l'évolution des exigences réglementaires, nous devons pouvoir présenter une offre globale de gestion de la qualité de l'air intérieur. Cette offre répond aux impératifs de surveillance de la gestion de la qualité d'air. Elle permet des mesures en continu, elle doit permettre des mesures en continu et le pilotage en temps réel de la qualité d'air. L'analyse de données multiples comme le CO2, mais aussi la température et l'hygrométrie, le formaldéhyde. On va bien au-delà dans nos diagnostics, on peut aller bien au-delà des paramètres qu'on a cités jusqu'à présent, le benzène, le formaldéhyde, éventuellement perchloroéthylène. On parle, on mesure, on contrôle et on enregistre les particules fines. Aujourd'hui, c'est un réel souci. On le sait en Île-de-France ou à Grenoble, etc. Dès qu'il y a des conditions météo non satisfaisantes, on a des montées de particules fines qui sont qui affectent les personnes âgées, les enfants, etc. Donc, ça, c'est un vrai problème. Donc, on va bien au-delà. Donc, les particules fines, les composés organisés volatiles totaux, on fait de l'aérobiocontamination, parce que la partie levure moisissure, par exemple, Fluor Total, a un intérêt dans nos diagnostics. Si vous avez des centrales de traitement d'air avec des stagnations d'eau et un développement de levure et de moisissure, de bactéries, vous envoyez tout ça dans les locaux. Donc, on va bien au-delà de ce qui est réglementaire et tous ces sujets font l'objet de valeurs guides de l'air intérieur. Donc, un besoin d'aller beaucoup plus loin dans nos diagnostics qui nous permettront donc d'avoir un avis plus pertinent sur l'état sanitaire de l'air intérieur. La mise en place d'actions correctives derrière, plus pertinentes également, et en temps réel et le suivi d'un plan d'action. Donc le temps réel est très important. On ne peut pas atteindre des indices icônes élevés, des 1500 ppm sans réagir. Si vous êtes en ventilation naturelle, il faut ouvrir les fenêtres. Voilà. Donc il nous faut vraiment des enregistrements, des actions en temps réel, etc. Donc, notre partenariat avec la startup Pando 2 nous a permis de compléter notre offre de base pour répondre à cette évolution globale qu'on a souhaitée. Donc, une offre innovante. Donc, la force du partenariat, nous, Qualiconsult, on a notre expérience en tant qu'organisme accrédité qui réalise des diagnostics de la qualité d'air sanitaire de l'air intérieur, donc réglementaire ou volontaire, et bien au-delà, puisque
Comme je vous l'ai dit, hein, là on a beaucoup parlé du tertiaire, mais on est également dans l'industrie, donc les bilans aéroliques, les écoulements d'air, etc., on maîtrise depuis de nombreuses années, hein, sachant que dans le domaine de l'aération et l'assainissement des locaux de travail et la mise en place de suivi d'action, donc on fait déjà des accompagnements sur de nombreux sites. Hein. Donc associé à la start-up Pando 2 qui complète l'offre Qualiconsult pour la mesure en continu et le pilotage en temps réel de la qualité d'air, on atteint donc une pertinence plus importante et une offre beaucoup plus complète pour répondre aux besoins en termes de qualité d'air, aux besoins d'entretien, etc. Voilà, donc Jean-Gabriel, je vais te laisser la parole pour nous présenter cette offre complémentaire, ce que tu nous amènes. Parfait. Merci beaucoup, Pierre, pour cette introduction. Du coup, on est ravis, première chose, de pouvoir nouer ce partenariat avec Qualiconsult et ses équipes. Le très gros avantage, comme venait de le mentionner effectivement Pierre, c'est de s'appuyer sur un réseau d'experts qui a déjà de longues années d'expérience sur les évaluations réglementaires de qualité de l'air, sur de la mesure labellisée, passive, ponctuelle, sur des polluants spécifiques. Et effectivement, on est venu à la conclusion qu'il serait d'autant plus pertinent de proposer une solution globale en venant compléter l'offre de services historique de Qualiconsult par une gestion de la qualité de l'air en continu et en temps réel. Donc, du coup, ce qu'on apporte comme expertise et en complément de l'ensemble des prestations qui peuvent être effectuées par Qualiconsult, du coup, c'est l'exploitation de microcapteurs. L'évolution de la technologie fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus la possibilité d'effectuer des mesures nombreuses sur beaucoup de paramètres en continu, en temps réel, par ces microcapteurs, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Une de nos particularités, c'est qu'on est capable d'intégrer la quasi-totalité des capteurs du marché. Donc aujourd'hui, ça représente plus de 15 fabricants et plus d'une soixantaine de modèles. Et donc, du coup, la possibilité de qualifier la qualité de l'air sur la base de plus de 35 paramètres. Le gros avantage, c'est qu'on est capable de vous accompagner dans le temps en vous proposant une solution qui soit à la fois évolutive et sur mesure. Donc, qualité de l'air intérieur, extérieur, avec l'ensemble des microcapteurs disponibles sur le marché. On maîtrise également l'ensemble des protocoles de télécommunication. On va vous ajouter également dans notre application Pando 2 des mesures ouvertes, officielles, sur la qualité de l'air extérieur, mais également sur tout ce qui va être conditions, prévisions météorologiques. Et enfin, du coup, ça va nous permettre de centraliser l'ensemble de ces informations et sur cette base et avec les équipes Qualiconsult, de vous proposer des recommandations et éventuellement la mise en place de plans d'action, de solutions de traitement de l'air afin d'optimiser la qualité de l'air. Du coup, l'offre Pando 2 vous permet d'avoir une vision et une surveillance en continu et en temps réel de la qualité de l'air de vos salles, établissements, territoires. Également, je finissais sur la précédente, pardon Pierre, également des outils de communication, de sensibilisation, d'ouverture de cette information. Et point très important, la qualité de l'air des microcapteurs génère une volumétrie de données et de mesures qui est extrêmement importante. Et donc, du coup, des outils de reporting et de suivi big data dédiés à l'accompagnement de nos clients. Slide suivante, merci beaucoup. L'offre, du coup, et ce qu'on propose, c'est une application, la première application agnostique en termes de matériel et dédiée à la gestion et analyse de la qualité de l'air intérieur. Donc, un suivi de l'intérieur, de l'extérieur, de l'interaction entre extérieur et intérieur. La pollution extérieure est un facteur important de pollution de l'air intérieur et avec notamment la possibilité de mettre en place des alertes et recommandations en temps réel. Comme je vous l'expliquais, des outils d'analyse avancée, de détection des incidents et des services de maintenance prédictive, et également la possibilité de gérer les interactions avec les parties prenantes du bâtiment, et des outils de reporting dédiés, que ce soit sous forme de rapport automatique ou notre outil de reporting Big Data. Slide suivante, Pierre, s'il te plaît.
on souhaite également... merci beaucoup. On souhaitait également vous présenter quelques études de cas les plus emblématiques. La crise sanitaire, la Covid-19, a mis en lumière la nécessité de surveiller notamment le CO2 et le renouvellement d'air. À ce titre, la ville de Paris a déjà déployé plus de 1250 capteurs connectés dans l'ensemble de ses établissements scolaires. Donc, ça représente pour l'instant plus de 300 établissements pour lesquels nous allons surveiller et nous supervisons en continu en temps réel la qualité de l'air, température, humidité relative et CO2. On leur offre du coup la possibilité d'avoir un nombre illimité d'utilisateurs poursuivis. Et on a également fourni une étude approfondie qui a permis de caractériser les niveaux de confinement par type de salle, par type d'établissement à l'échelle de la ville sur ce déploiement. Et on est également en train de leur mettre sur pied un outil de reporting Big Data mensuel qui va permettre de suivre l'état du confinement dans les différents établissements scolaires et également l'efficacité des différents plans d'action qui sont mis en place au niveau de la ville. Autre étude de cas, slide suivante, la ville de Paris, toujours, nous a demandé de leur mettre en place un outil et une solution de pilotage automatisé de la qualité de l'air. On est du coup ici dans le cadre d'une école maternelle où on a mis et effectué un diagnostic préalable de l'ensemble du système aérolique. On est dans le cas d'une école avec 3 CTA et un système de ventilation double flux. Qu'on a du coup remis en service. On a instrumenté ensuite l'ensemble des 20 espaces intérieurs, installé des sondes de qualité de l'air extérieur sur chacune des façades, installé également des boîtes à débit variable, BDV ou VAV en anglais, qui nous permettent en temps réel, sur la base des mesures de qualité de l'air, de piloter les débits en soufflage en reprise dans chacun des espaces intérieurs, afin d'optimiser et de garantir une qualité de l'air optimale dans l'ensemble des espaces intérieurs. On a du coup validé ces excellents résultats avec notamment le laboratoire d'hygiène de santé de la ville de Paris et on entre dans la dernière phase qui consiste à effectuer la sensibilisation des occupants, des parties prenantes, avec les enseignants qui commencent à avoir accès aux données de température, humidité et CO2. Et on réfléchit maintenant à une sensibilisation et une information, notamment des parents d'élèves, sur la base de nos rapports automatiques et de nos outils de reporting. Du coup, slide suivante, Pierre, s'il te plaît. Ce qu'on permet, au-delà de la qualité de l'air, c'est également la mise en place de solutions un petit peu plus généralisées, multiples, variées. On répond notamment à l'ensemble des besoins dans le cadre de certification des espaces de travail, avec notamment la mesure en parallèle de la qualité de l'air de paramètres de confort au-delà de la température et de l'humidité relative. On peut notamment citer le bruit, la luminosité, les vibrations qui se mesurent extrêmement bien. Un catalogue complet également de capteurs de qualité de l'air extérieur avec plus de 25 paramètres mesurables qui permet de répondre aux obligations réglementaires de surveillance des nuisances des chantiers en extérieur. Notre maîtrise également des objets connectés et des capteurs connectés nous permet de répondre aux exigences nécessaires dans la gestion et le suivi de la chaîne du froid, avec notamment des capteurs d'ouverture de fenêtres, de portes, pour les frigos, et de suivi de la température et de l'humidité. Ça peut également répondre à des besoins d'atmosphère contrôlée en salle blanche, mais notamment dans les salles de serveurs qui sont très demandées. Et enfin, la possibilité d'intégrer les consommations énergétiques du bâtiment, ce qui est de plus en plus nécessaire et indispensable. Le bâtiment, c'est 30% des émissions de CO2 à l'échelle du territoire. La qualité de l'air rendue notamment indispensable, incontournable pour la gestion de la crise sanitaire, a rendu nécessaire d'optimiser, d'augmenter nos débits de ventilation, ce qui vont du coup sur le papier en opposition avec nos impératifs d'efficacité énergétique au niveau du bâtiment. Et donc du coup, Pando 2 Quali-Consult se propose d'avoir et de vous fournir une approche globale en corrélant qualité de l'air et consommation énergétique afin du coup de garantir un bâtiment sain et économe.
Voilà, donc du coup, on en a terminé par cette présentation et on va passer du coup aux réponses aux questions que vous nous avez posées dans le chat. Et donc du coup, Pierre, je te propose de les prendre une par une. Donc du coup, on avait notamment une question d'Emmanuel Petit. Est-ce que les 8 € par élève concernent les établissements d'enseignement supérieur ? Aujourd'hui, pour répondre à cette question, la communication a été faite notamment via l'AMF, Association des maires de France. Le gouvernement a demandé également aux préfectures de veiller au bon déploiement de capteurs de CO2. On sait que différentes universités en France ont déjà commencé à se déployer. En revanche, je ne voudrais pas vous donner une information erronée. Et je vous invite à vous rapprocher soit de votre préfecture de rattachement, soit directement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour valider que ce financement d'État est bien également octroyé aux établissements d'enseignement supérieur. On avait également une autre question de M. Morin. Les salles de fête sont-elles visées par la réglementation et notamment le Grenelle 2 ? Aujourd'hui, ça ne fait pas forcément partie des salles et espaces qui sont visés. En revanche, c'est une excellente question et notamment dans le cadre du déploiement et de la lutte contre la contagion de Covid-19. Les salles de fête font partie des espaces qui sont recommandés ou soumises à cette surveillance, notamment dans le dernier avis du Haut Conseil de santé publique. Et également, question de Stéphanie Olivier, les restaurants scolaires, c'est une excellente question, sont parmi en fait les lieux les plus sensibles au même titre que les dortoirs, puisque c'est des endroits où on enlève le masque et où les élèves enlèvent le masque, que ce soit pour manger ou pour dormir. Et donc, du coup, 90% des contagions à la Covid-19, plus de 90%, ont lieu dans des espaces clos et mal ventilés. Et donc, du coup, les espaces de restauration collective et les dortoirs sont des pièces extrêmement sensibles dont on recommande très fortement la surveillance. On avait également une question concernant le lien entre qualité de l'air et économie d'énergie. Ça va être un des très gros enjeux de cette année et des prochaines années à venir. La qualité de l'air, notamment intérieur, est une des priorités du plan national de santé et environnement. On a en parallèle le décret tertiaire sur le suivi, les économies les consommations énergétiques qui rentre en application cette année. Comme je vous l'ai expliqué sur le papier, garantir une bonne qualité de l'air passe par une augmentation des débits de ventilation notamment, puisque le renouvellement d'air, la dilution est le principal moyen d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Et donc, du coup, notre conviction chez Qualiconsult et Pando 2, c'est qu'il va falloir rendre le bâtiment plus intelligent, souffler plus et mieux. Et ça va être rendu possible uniquement par le déploiement d'objets connectés qui vont permettre de s'adapter et souffler de façon plus intelligente dans les différents espaces intérieurs. On avait également des nouvelles questions qui arrivent. Une question de M. Lachat. Les agences bancaires entrent-elles dans cette réglementation ? Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation réglementaire à proprement parler qui vise notamment les ERP au sens très large et notamment le tertiaire privé. En revanche, ça fait partie des recommandations du Haut Conseil de santé publique qui est sorti le 17 février, qui vise à élargir les établissements soumis à cette surveillance, notamment par l'installation de capteurs de mesure du CO2. La réforme et le projet de réforme en cours du décret de Grenelle 2 prévoit ou réfléchit également à élargir les établissements soumis à cette réglementation. Et il faut savoir que ça fait partie, de l'obligation de l'employeur de garantir
un espace de travail qui soit sain pour ses employés. Et c'est surtout un très bon moyen de réassurance pour les employés, mais également pour les clients, les parties prenantes, de pouvoir garantir une bonne qualité de l'air ou au moins un bon renouvellement d'air. Dernière question de Cécile Ronze. Une aide financière est-elle prévue pour équiper les établissements médico-sociaux ? Si c'est des établissements publics, je pense que l'aide d'État est du coup éligible. En revanche, je vous invite à vous rapprocher de votre préfecture ou du ministère de rattachement pour valider ce point en amont, ne souhaitant pas vous donner une information erronée. Jean-Gabriel, je vois qu'il y a aussi 2 questions qui ont été posées dans le chat. Est-ce que tu peux jeter un œil dans les dernières questions? Alors, sur le chat, j'y vais. Alors, on a effectivement eu plutôt une remarque sur la mesure du formaldéhyde et du benzène. Ce sont effectivement des polluants réglementés qui vont être demandés dans certains cas dans le cadre du décret Grenelle 2. Ce n'est pas forcément toujours obligatoire et nécessaire. Il y a 2 façons de répondre à ce décret. Un, ça peut être effectivement de la mesure réglementaire, et 2, ça peut être effectivement une auto-évaluation des moyens d'aération et la mise en place de plans d'action. Donc, c'est effectivement pas obligatoire en fonction de la façon par laquelle on souhaite répondre à ce décret. On avait également une question sur les bâtiments neufs et l'habitation collective. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation réglementaire. On est plutôt sur des démarches volontaires avec de la certification, notamment. En revanche, c'est ce qu'expliquait Pierre très justement, c'est que les bâtiments récents, voire neufs, ne sont pas toujours ou ne garantissent pas toujours une excellente qualité de l'air pour différentes raisons. Notamment une réglementation sur les débits de ventilation qui commence à être très ancienne, qui va dater de plus de 20 ans, et avec un sujet qui est extrêmement important, qui est la maintenance et l'entretien de ces systèmes aéroliques, avec souvent une maintenance qui n'est pas au rendez-vous, avec des filtres qui ne sont pas forcément changés de façon optimale, un entretien du système aérolique et un empoussièrement qui n'est pas toujours fait, des travaux d'aménagement de l'aérolique qui ne suivent pas toujours les déménagements ou les aménagements intérieurs. Et donc, du coup, ça passe par la mesure de la qualité de l'air et le suivi et l'accompagnement par des sociétés telles que Quali Consult. Enfin, une dernière question intéressante, les appareils d'assainissement de l'air intérieur. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de discussions, notamment scientifiques, sur l'intérêt de ce type d'appareils. On parle aujourd'hui notamment de purificateurs d'air. Il y a beaucoup de technologies différentes, notamment en traitement physico-chimique. Aujourd'hui, la seule chose qui est reconnue, encouragée par les agences officielles et les associations officielles, c'est la purification de l'air, avec des systèmes notamment de filtres HEPA. Autre efficacité, on va parler de H13 et de H14. Du coup, on va recommander ce type d'appareil qu'on appelle des appareils d'appoint, dans des salles et des espaces qui ne vont pas pouvoir être ou bénéficier d'une ventilation mécanique, d'un renouvellement d'air suffisant ou possible, notamment par des ouvrants. Et donc, du coup, l'efficacité sur les particules fines et les particules de virus sont aujourd'hui éprouvées. Il y a un certain consensus scientifique. Et donc, du coup, on va recommander la mise en place de ces appareils dans des espaces, comme je vous le disais, qui ne peuvent pas être aérés par de la ventilation mécanique ou manuelle. Voilà, et donc du coup, il me semble qu'on a répondu à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à vous manifester, on a encore peut-être quelques minutes.
Et Monsieur Troupel qu'on a posé une nouvelle sur l'onglet questions. Alors, effectivement, merci. Quels sont les risques pour la MOA, la MOE de ne pas mettre en œuvre les moyens pour améliorer et contrôler la qualité de l'air? Quel contrôle? Est-ce du déclaratif? Aujourd'hui, ce qu'on constate sur le marché, c'est qu'il faut pouvoir intégrer la qualité de l'air au même titre que le thermique, la gestion des consommations énergétiques, dès les phases de conception. Ensuite, on a un énorme sujet, comme je vous le disais, notamment sur la phase exploitation. Aujourd'hui, certaines certifications immobilières visent la phase d'exploitation, qui est pourtant la plus importante, parce que c'est là où on est exposé éventuellement à une mauvaise qualité de l'air. Donc, les bonnes pratiques, c'est d'anticiper au maximum en phase construction cette qualité de l'air par des matériaux les moins émissifs possibles, également par des revêtements, des produits d'entretien et de l'ameublement les moins émissifs. Il y a de plus en plus de labels qui prennent en compte la qualité de l'air intérieur. Et ensuite, prévoir un système aérolique et une ventilation un petit peu surdimensionnée, on va dire. Les débits réglementés ne sont pas suffisants. Ça, on en a la certitude sur des espaces, notamment salles de réunion ou des salles de classe. Donc, prévoir, dans la mesure du possible, des débits d'air en soufflage reprise plus importants que ce qui peut être demandé. Et ensuite, le plus important et la seule façon de contrôler qu'on ait un bâtiment d'exploitation sain, c'est de passer par de la mesure en continu en temps réel. La qualité de l'air est quelque chose de complètement invisible, imperceptible par nos sens, mais qui en revanche a le très gros avantage de pouvoir, comment dirais-je, étudier le bâtiment et ses différents caractères d'un point de vue thermique, d'un point de vue étanchéité de l'enveloppe, d'un point de vue qualité de l'air intérieur, et du coup, à ce titre, de pouvoir surveiller que le système de ventilation est adapté, que la filtration est également adaptée. Et donc, du coup, quand on est durant la phase d'exploitation du bâtiment, on a un bâtiment à la fois sain, intelligent et économe en énergie. Voilà, donc du coup, j'espère avoir répondu correctement à l'ensemble de vos questions et je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre attention et ces différentes questions. Et, je crois qu'il y a une question sur l'installation de ioniseurs dans les salles de réunion. Effectivement, monsieur Lachat, aujourd'hui, comme je vous le disais, il n'y a pas encore de consensus scientifique sur ces traitements physico-chimiques. Donc, on parle de photocatalyse, de ionisation, d'UVC. Ce sont des technologies qui paraissent très prometteuses. Aujourd'hui, notamment l'ANSES nous explique qu'on n'est pas suffisamment sécurisé par rapport à la création de polluants secondaires et de nuisances qui seraient induites par ces technologies. Et du coup, à ce titre, l'ANSES, du coup, comme les instances officielles gouvernementales, ne recommande que le déploiement d'appareils se reposant sur la technologie de filtration. Donc, du coup, je le répète, des filtres EPA, haute efficacité, à partir de H13 ou H14. Et après, si c'est mon avis personnel, tel que vous le demandez, c'est prometteur, mais on a besoin de travailler sur ces technologies, de bien les étudier, de valider l'innocuité totale de ces technologies. Et ça va passer par des gros efforts qui sont en cours sur notamment l'évaluation de l'efficacité de ces solutions en conditions réelles d'utilisation, choses sur lesquelles on travaille beaucoup. Voilà, et je vais laisser du coup la parole à Audrey pour, je pense, clôturer ce webinaire. Oui, merci beaucoup Pierre, Jean-Gabriel. Merci pour votre attention. On va clôturer ce webinaire avec un tout petit peu de retard, mais ça va, on a tenu dans les délais. Mais à bientôt, on reste à votre disposition pour toute question, tout complément d'information, n'hésitez pas. Vous aurez accès aussi au replay de ce webinaire et vous pourrez bien sûr entrer en contact avec nous pour nous poser plus de questions. Merci beaucoup à vous et une très bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Beaucoup.